Cette semaine dans Afrique, nous irons dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, où les enlèvements sont devenus monnaie courante. Nous nous rendrons ensuite au Nigeria, où une loi interdit désormais les vendeurs de rue dans l'état de Lagos. Enfin, nous rencontrerons des athlètes qui se préparent à concourir à Rio dans la première équipe de réfugiés de l'histoire des Jeux Olympiques. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Au moins 13 personnes sont mortes mardi dans un double attentat suicide près de l'aéroport de Mogadiscio en Somalie. 2 voitures ont explosé près d'un poste de contrôle et d'un bâtiment de l'ONU. Les islamistes Chebab ont revendiqué l'attentat et ont affirmé que l'un des kamikazes était Salah Nouh Ismail. Ancien député de 2004 à 2010, le cinquantenaire a publiquement rallié les Chebab il y a 6 ans. Des milliers de partisans de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont accueilli avec ferveur Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Après 2 ans d'absence, le vieil opposant congolais est rentré de Belgique où il était en convalescence. L'opposition espère que son retour permettra d'obtenir des avancées face au président Joseph Kabila. Celui-ci est soupçonné de briguer un nouveau mandat en décembre au mépris de la Constitution, en commençant par retarder l'élection présidentielle. C'est officiel, le général Taban Dengai est depuis lundi le nouveau vice-président du Soudan du Sud à la place de Riek Machar. L'ancien chef rebelle avait fui la capitale Juba après les affrontements meurtriers avec les forces du président Salva Kiir. Riek Machar n'a pas fait de réapparition depuis. C'est en son absence qu'une centaine de cadres de l'ex-rébellion avaient nommé Taban Dengai contre la volonté du bureau politique du mouvement. Les soutiens de Machar voient derrière cette nomination la main de Salva Kiir et une tentative de détruire l'accord de paix. Pourquoi les écoles brûlent-elles au Kenya? Grogne face à la modification du calendrier scolaire, protestation contre les réformes musclées de Fred Matiang'i, ministre de l'Éducation depuis novembre 2015. Pour le gouvernement, il s'agit de représailles face aux mesures drastiques contre la triche aux examens. Cette pratique, qui atteint des proportions colossales dans le pays, représente un trafic juteux. En 3 mois, des incendies volontaires ont détruit 113 écoles secondaires. Près de 150 élèves et 10 enseignants ont été arrêtés. Les réunions se sont multipliées ces derniers jours entre le ministère et les représentants des enseignants. Pas d'impunité, voilà la réponse de centaines de Tunisiens lundi à Tunis contre le projet de loi de réconciliation. Proposé l'année dernière par Béji Caïd Essebsi, il prévoit l'amnistie des personnes poursuivies pour des délits de corruption en échange du remboursement des sommes gagnées illégalement et d'une pénalité financière. Si le président tunisien y voit un moyen d'améliorer le climat de l'investissement, une partie de la population estime que le texte viole la Constitution et le processus transitionnel post-révolution. Samuel Nziengi Moussoudou enflamme Internet depuis une semaine. Le Gabonais de 17 ans a repris une chanson de Céline Dion, The Power of Love, qui tombe à point nommé dans un pays en proie à des tensions préélectorales. Dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, les enlèvements sont devenus fréquents, favorisés par l'inertie des autorités et de la police. Les ennuis ne sont pas terminés pour Floribert Kambale Safari. Son enlèvement de son village de l'Est du Congo en mai dernier s'était pourtant bien terminé. Ses kidnappeurs demandaient 1 500 $, mais les 500 $ que sa famille a pu réunir ont finalement suffi. Mais Floribert doit maintenant rembourser ses proches. Une tâche difficile car il ne gagne que 5 $ par mois en vendant un alcool de banane, le Kasiksi. Et il a peur de retourner dans sa plantation. Je ne sais plus comment est-ce que je vais faire. Je ne gagne que 5 000 par mois. Alors où est-ce que je trouverai les 500 $ d'autrui? Dans le Nord Kivu, le cas de Floribert est loin d'être isolé. Fermiers, imams, prêtres et fonctionnaires sont kidnappés et libérés après le versement d'une rançon. Des ONG comme la Croix-Rouge ont dû interrompre leurs opérations pendant plusieurs mois. Malgré les disparitions, la police n'intervient que rarement, tout en reconnaissant la gravité de la situation. Nous cherchons à mettre à contribution les maisons de télécommunications parce que ces ravisseurs, le plus souvent, ils utilisent des téléphones. Et donc, nous sommes sur des pistes qui pourraient éventuellement nous permettre de mettre la main sur eux. Depuis quelques mois, l'armée assure la protection de convois se rendant dans la région. Insuffisant pour des victimes de kidnapping comme Isaac, il tente de passer inaperçu après son enlèvement en septembre dernier. En ce moment, la journée, je peux sortir me promener un peu, parce que c'est le jour. Mais la nuit, je ne peux pas me promener, et personne ne doit savoir où je passe la nuit.
Ces enlèvements pèsent lourd sur l'économie de cette région défavorisée du pays. Un fléau qui se nourrit de l'insécurité qui gangrène la province depuis plus de 20 ans. Chaque matin, Biliki prépare des petits sachets de pop-corn. Vendus 15 centimes d'euros l'unité, elle espère gagner 10 euros par jour en les colportant dans les rues de Lagos. Mais le gouverneur de la mégapole de 20 millions d'habitants a introduit une loi interdisant les vendeurs ambulants. Pour Biliki, l'avenir est devenu incertain. Je demande au gouvernement de nous laisser faire notre petit commerce dans la rue. C'est le seul moyen de nourrir notre famille et nous n'avons pas d'argent pour louer un magasin. Même ceux qui ont un commerce ne gagnent pas autant d'argent que moi en colportant. Il y a tellement de taxes sur les commerces qu'ils font peu de profit. Dans les embouteillages monstres de la capitale économique du Nigeria, les colporteurs se faufilent pour vendre des fruits, des boissons, des films ou des livres. Désormais, ils risquent 6 mois de prison et 270 euros d'amende s'ils se font attraper par la police. Une mesure justifiée par l'État de Lagos pour éviter les accidents et prévenir les vols à la tire. Nous ne sommes pas des criminels. Nous avons des diplômes. La plupart d'entre nous sont formés dans un domaine. Nous sommes sous le soleil du matin jusqu'au soir avant de rentrer chez nous. Nous sommes des êtres humains et nous sommes faits du même sang et de la même chair. Ça ne nous amuse pas de vendre dans la rue. Un travail dur plutôt que le chômage. Au Nigeria, près d'un jeune diplômé sur 2 est sans emploi. Avec la chute des cours du pétrole et une inflation galopante, le FMI craint que le pays entre en récession. Les vendeurs de rue n'ont pas forcément le choix. Quelle est l'alternative? L'alternative sera la criminalité et le gouvernement va continuer à dépenser de l'argent pour la sécurité et le renforcement des unités. Cette loi n'a aucun bénéfice pour la société. Avec près de 180 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et dont plus de la moitié vit avec moins d'1 euro par jour. À Lagos, les vendeurs ambulants auront maintenant les yeux posés sur le trafic et la police. Au pied des collines de Ngong, au Kenya, un groupe d'athlètes s'entraîne sous le soleil pour les Jeux Olympiques de Rio. Une prouesse pour des coureurs qui ont vécu dans les camps de réfugiés de Dadaab et Kakuma après avoir fui la guerre au Soudan du Sud. Aujourd'hui, 5 d'entre eux ont été sélectionnés pour rejoindre la première équipe de réfugiés de l'histoire des Jeux. Je serais très fière d'être là-bas et d'être reconnue comme sud-soudanaise, parce que je pense que la plupart des champions sud-soudanais n'ont jamais participé aux Jeux. L'équipe est composée de 10 athlètes, dont 2 nageurs syriens, 2 judokas congolais et un marathonien éthiopien. Car ils sont réfugiés, ils défileront sous les couleurs des Jeux Olympiques. L'hymne olympique sera joué en leur honneur. Le drapeau olympique les conduira dans le stade olympique. Ainsi, nous sommes convaincus que cette équipe olympique de réfugiés peut être un symbole d'espoir. La plus importante crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale a fait monter un sentiment anti-immigré en Europe et aux États-Unis. Cette délégation est l'occasion de diffuser un message positif. C'est une grande opportunité pour moi et c'est une grande opportunité pour tous les réfugiés, pas que pour moi seul, car il est très important pour nous de représenter les réfugiés. C'est l'opportunité de montrer que les réfugiés peuvent aussi faire quelque chose. L'équipe a déjà de nombreux supporters à travers le monde. Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a déclaré que pour une fois, il ne restera pas neutre mais soutiendra cette délégation. Et à une semaine des Jeux Olympiques, le jeune nageur Abeiku Jackson espère faire parler du Ghana autrement qu'à travers le football. De son côté, la Somalie sera représentée par 2 athlètes, Marianne Noumious et Mohamed Daoud Mohamed. La semaine prochaine, nous nous plongerons dans l'univers de Waka, première comédie musicale nigériane à s'exporter à Londres. À la semaine prochaine.